Bienvenue à toutes et à tous. Je suis accompagné de Anissa Yayaoui. Je suis Ludovic Le Draoulec. Nous sommes tous les deux avocats chez De Grand Pré Joli Cœur. Et on va vous entretenir aujourd'hui sur comment gérer les copropriétaires. Alors, Anissa, donne-nous un peu de contexte sur qu'est-ce qu'on va raconter. Oui, un sujet central qui fait vraiment l'objet du quotidien, tant en tant que membre du conseil d'administration que des gestionnaires, de gérer les copropriétaires et plus particulièrement les copropriétaires un peu difficiles, si on peut dire. Le guide dans cette gestion, c'est avant tout le conseil d'administration, qui est un peu le capitaine du bateau. C'est lui qui assure une gestion harmonieuse dans la copropriété, dans l'immeuble. Donc, il aura le rôle de gérer les différentes personnalités qu'on va un peu décrire tout au cours de cette formation pour vous donner des pistes de solutions. On va aborder la gestion courante quand le conseil d'administration gère les copropriétaires. On va aussi traiter des copropriétaires difficiles, si on peut dire, comme je disais, qui sont membres du conseil d'administration ou encore la gestion pendant la tenue des assemblées copropriétaires. Le conseil d'administration, il doit faire preuve de disponibilité et d'écoute. C'est très important dans cette gestion. Mais il faut garder à l'esprit que le conseil d'administration ne peut pas tout faire. Euh, il doit y avoir un cadre préétabli et on va vous énumérer tout ce qui sera important de savoir pour une gestion harmonieuse, pour assurer la pérennité dans votre copropriété. On a voulu souligner que des jugements de plus en plus, dès le début, soulignent l'importance du vivre ensemble en copropriété. Il y a un arrêt récent, 2024, qui commence par le premier paragraphe du jugement et qui indique que la copropriété repose sur l'idée de vivre en communauté, nécessitant ainsi une disposition à l'ouverture envers l'autre. Une autre décision de 2021 qui met en commentaire liminaire la copropriété est un modèle de propriété nécessitant une ouverture aux autres, puisqu'il est fondé sur l'objectif de vivre en communauté. C'est donc dans ce contexte qu'on va aborder aujourd'hui les enjeux et les outils pour gérer les copropriétaires. Et c'est intéressant justement de retourner un peu dans les jugements nous, on a l'habitude de voir au quotidien, mais vous, le public, les copropriétaires, les administrateurs, beaucoup moins, pour voir que c'est très récurrent de voir ça dans les décisions de justice, ce recours. Au début, tout allait bien, et puis finalement, c'est devenu une catastrophe. Et pour voir que pour les décideurs à la Cour du Québec, à la Cour supérieure et même à la Cour d'appel, il y a vraiment une notion, une importance fondamentale de chacun faire un chemin vers l'autre. Quand on est en copropriété, ça ne peut pas être aussi tranché que la loi le voudrait. Et c'est l'objectif, c'est la raison d'être de cette formation qu'on a déjà donnée dans le passé, puis qu'on trouve toujours chaque année de nouveau pertinente. Le but de l'échange qu'on veut avoir avec vous, aujourd'hui, c'est de vous donner des solutions pour justement rendre ça possible, le vivre ensemble, puis pouvoir fonctionner adéquatement en copropriété. Euh, on va vous donner 4 profils de copropriétaires qu'on dit difficiles, mais avec amour. Et il y en a plein d'autres. L'exercice n'est pas de mettre des gens dans des cases, pas du tout, parce que on sait que c'est pas toujours efficace de faire ça ni pertinent. Le but est de quand même cibler 4 profils de personnalités difficiles pour vous permettre de vous donner des outils à comment gérer ces profils-là, comment la présence de ces profils-là dans ma copropriété peut me permettre de tout de même accomplir des succès et de ne pas de ne pas subir trop de situations difficiles, de situations d'échec dans l'administration de ma copropriété. Alors, on va le voir effectivement,
comment encadrer puis vivre avec ces profils-là dans la gestion quotidienne de l'immeuble, dans les assemblées et au sein du conseil d'administration, parce que ces personnes-là, parfois, sont élues et sont en poste sur le conseil d'administration. Fait que là, c'est aussi une situation à gérer. Alors, on va commencer avec Anissa qui va vous rappeler le cadre réglementaire et le cadre légal de ce que vous devez accomplir, vous, comme administrateur. C'est toujours important de faire un bref rappel de tout ça avant d'entrer dans le vif du sujet avec nos profils. Oui, parce que c'est vraiment une importance première de connaître ses droits et ses obligations. C'est vraiment ce qui va vous aider à contrôler les copropriétaires, peu importe le type de profil. Si vous savez ce que vous devez faire et ce que vous ne pouvez pas faire, c'est déjà la première base que vous devez avoir pour une bonne gestion des échanges avec les copropriétaires. Aussi, vous vous sentirez moins perdu dans le nombre d'informations qu'on va vous communiquer parce que, on le verra, certains profils de copropriétaires lisent beaucoup. C'est la moitié du chemin. Oui, sont très informés. Donc, de savoir déjà ce que vous devez faire ou ce que vous avez à faire, c'est vraiment une importance capitale. Parce que le conseil d'administration, le syndicat, a des obligations dans ses rapports avec les copropriétaires. Tout d'abord, il doit faire un suivi constant dans les demandes qui sont adressées aux copropriétaires. Un conseil très important, c'est de ne pas laisser un dossier mourir, même si on n'a pas envie de le gérer. Il faut faire face aux dossiers, même complexes, ou qui viennent nous chercher. C'est vraiment important de gérer et de répondre aux attentes de tous les copropriétaires. Et très souvent, les dossiers qu'on laisse mourir, c'est les dossiers qu'on ne comprend pas. On ne sait pas quoi faire avec. Exactement. Et du coup, on ne fait rien et ça pourrit. Il faudrait même dire pourrir, ne pas laisser les dossiers pourrir. Pourrir, c'est vrai. Le conseil d'administration a une obligation, en vertu de la loi, de faire respecter la déclaration, mais il a aussi une obligation de la respecter et de respecter la loi également. Donc, c'est vraiment, comme je disais, une utilité première de savoir ce qui doit être fait, ce qui peut être fait, d'où la nécessité de bien connaître sa déclaration et ses règlements. C'est vraiment une base première. Pas plus tard que cette semaine, j'ai fait une consultation, puis le membre du conseil d'administration n'avait pas lu sa déclaration, puis je lui apprenais des choses en ouvrant la déclaration, alors que si cette personne avait lu ou même rapidement la déclaration, elle aurait eu moins de questions, moins d'angoisse, et la situation avec le copropriétaire, pour laquelle elle pose des questions, aurait pu être réglée sans avoir à faire cet appel. Donc, c'est vraiment très important de prendre connaissance de la déclaration et des règlements. On ne vous demande pas de savoir la loi sur le bout des doigts. On comprend que c'est vraiment très difficile. Mais à tout le moins, les règlements, la déclaration, c'est vraiment des documents d'importance capitale. Encore faut-il qu'il soit clair. Exactement, c'est mon prochain point. Il faut que le conseil, l'assemblée, la déclaration, adopte des règlements clairs et sans équivoque. C'est un maître mot que de dire que plus de clarté, c'est moins de contestation. Il faut aussi être réaliste dans l'adoption des règlements ou la proposition des règlements. Il faut qu'ils soient adaptés à l'immeuble, à la taille, au profil de l'immeuble également, à l'âge, à sa population. C'est des choses qu'il faut cerner en amont pour avoir vraiment des textes clairs. Il faut que ces règlements ils soient forts et fermes. On peut donner par exemple les clauses pénales, bon, pas qu'elles soient déraisonnables non plus, mais elles ont leur importance vraiment surtout pour appliquer ces règlements. Il y a aussi la question des intérêts, de l'encadrement des travaux, des chauffe-eau ou encore de la location et des animaux, des sujets que, je n'en doute pas, vous avez tous eu à discuter à un moment donné dans votre copropriété. Les règlements aussi doivent limiter les ambiguïtés, comme je disais, la clarté, maître mot, éviter les contournements, les passe-droits,
les conflits d'interprétation et les clauses grand-père, on en parlait encore tout à l'heure, à vraiment les éviter le plus possible. On comprend que dans certaines situations, on peut se poser la question. Néanmoins, il faut rester dans un cadre qui s'applique à tous et vraiment éviter ce genre de clause grand-père. Il faut également une bonne tenue des registres, c'est extrêmement important. Il faut que ces registres soient à jour. On verra par la suite avec justement les profils de personnes ou de personnalités. On peut avoir un rôle plus ou moins déterminé à attribuer à ces personnalités-là. Il faut transmettre annuellement aux copropriétaires et aux locataires ces règlements, éventuellement après avec le procès-verbal d'assemblée, compiler tous les règlements à jour et puis annuellement les transmettre pour la connaissance de tous. Aussi privilégier la communication électronique et qui permet un suivi. Avoir un portail Internet pour y déposer l'ensemble des règlements, une facilité d'accès pour les copropriétaires. Ça va dépendre de votre copropriété, ça va dépendre du profil ou de l'âge aussi des copropriétaires. Certains sont très habiles avec ce genre de plateforme. Il faut vraiment que chaque immeuble trouve une solution pour que les gens aient accès à l'information et à une information qui soit facilement détectable ou regroupable, je peux dire ça comme ça. Il faut éviter la réglementation secrète et non écrite. Ça, les coutumes, les us et coutumes dans les copropriétés, c'est vraiment une bête noire. Et l'éviter le plus possible. Également, autre chose qui peut aider le conseil d'administration, c'est de s'armer pour faire appliquer les règlements. Souvent, on a des questions de « Ah, mais on ne respecte pas ça, on ne sait pas quoi faire ». Si des choses sont déjà préétablies, prévues à l'avance, ça facilite la gestion au sein de la copropriété, la gestion avec les copropriétaires. Par exemple, prévoir des clauses pénales, bien documenter les dossiers avec des écrits, des témoignages, ça évite les va-et-vient d'échanges courriels. C'est beaucoup plus clair dans les échanges. C'est vraiment quelque chose qui va fluidifier les communications. Puis aussi, vous allez connaître vos droits. Comme on disait, l'importance de savoir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on peut appliquer, qu'est-ce qu'on ne peut pas appliquer. Les dossiers bien documentés aussi donnent des réclamations plus solides. Oui. Et puis, moins de contestation, les gens sautent sur les failles, les brèches, les petits manquements pour continuer dans leur réclamation, alors que si c'est clair, c'est beaucoup plus facile et puis le dossier est beaucoup plus fort, on le voit dans notre quotidien d'avocat. Il faut aussi trouver un roulement du CA qui soit bon avec la gestion de l'historique de l'immeuble. C'est-à-dire, comme un exemple, les mandats de 2 ans. Là. C'est ça. Ouais. Ça, en fait, on en parle souvent, mais traditionnellement, les mandats d'administrateur sont d'une durée de 1 an. Mais ce qu'on recommande, nous, souvent, c'est de faire des mandats de 2 ans, où vous élisez chaque année, les années paires, vous élisez 2 personnes, les années impaires, vous en élisez une, 3. Et donc, en tout temps, vous avez sur le conseil d'administration des gens qui étaient là depuis au moins 1 an, ce qui permet de maintenir, comme dit Anissa, une connaissance historique des dossiers et de l'immeuble. Alors, merci Anissa pour cette bonne entrée en matière qui vous donne le cadre réglementaire et légal que vous devez suivre sur le conseil d'administration. On va rentrer maintenant dans le cœur du sujet avec nos 4 profils. Alors, je vais vous en parler de 2 et puis Anissa va vous parler des 2 autres. Alors, n'attendons plus le suspense. Nos 4 profils dont nous allons vous parler ce soir, c'est le copropriétaire suspicieux, le copropriétaire perturbateur, le copropriétaire de l'ombre et le copropriétaire angoissé.
Alors peut-être que vous reconnaissez déjà certains de vos résidents, ou peut-être que vous vous reconnaissez vous-même dans ces profils-là. Donc, nous allons commencer par le copropriétaire suspicieux. Le copropriétaire suspicieux est celui qui remet, si ce n'est tout, beaucoup de choses en question. Alors, il demande des renseignements, il demande à consulter le registre de la copropriété, et une fois qu'il consulte ça, il est persuadé qu'il y a un problème. Alors, comme il y a un problème qu'il n'arrive pas à trouver, eh bien, il veut tout vérifier. Et même après l'avoir fait et n'avoir rien trouvé, le doute subsiste. Il y a toujours un doute de quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. Il y a probablement de la fraude à cet endroit-là, que ce soit de la part des administrateurs ou de la part de sous-traitants. Alors, c'est quelqu'un qui va possiblement demander à consulter les registres, souvent les registres de la copropriété. C'est un profil qui souvent ne va pas comprendre les états financiers et va souvent demander qu'il y ait un audit, qu'il y ait plutôt une vérification des états financiers pour que ce soit plus clair. Euh, Or, bon, des états financiers vérifiés, c'est quand même rarement plus clair que des états financiers en avis au lecteur, mais bon. Euh, c'est une personne qui ça peut aller jusqu'à supposer que les administrateurs utilisent l'argent de la copropriété pour leurs fins personnelles, alors qu'il n'en a pas vraiment la preuve, mais il cherche. Alors, c'est une personne qui aime le formalisme, euh, qui est beaucoup dans le papier, dans le registre, euh, mais qui demeure dans le doute, dans la méfiance, et plus on lui répond, plus il en redemande. Donc, la réponse n'arrivera rarement pas avec une autre question. Alors, comment dealer avec ces profils de copropriétaires que vous avez certainement déjà croisés? Alors, le mot d'ordre, ben, c'est l'encadrement. Il faut proposer à ces personnes-là un cadre très, très ferme, notamment sur comment communiquer. Comment, en tant que propriétaire, vous pouvez communiquer avec le CA ou avec le gestionnaire. Il faut lui donner une recette. Alors, il faut lui donner le temps ou dans quel délai vous allez communiquer, sur quelle plateforme, sous quelle forme, quelles informations il va avoir. Il faut établir des règles de fonctionnement aussi en lui disant très clairement le contexte et le cadre légal et réglementaire de qu'est-ce qu'il peut demander au conseil d'administration, qu'est-ce qu'il ne peut pas demander au conseil d'administration, qu'est-ce qui est disponible au registre de la copropriété accessible à tous et qu'est-ce qui ne l'est pas. C'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement déraisonnable. C'est quelqu'un à qui, si vous montrez la jurisprudence qui s'applique à l'accès au registre de la copropriété en disant bah, vous ne pouvez pas voir absolument tous les documents comptables, les relevés mensuels de banque, vous n'avez pas accès à ça. Si vous lui expliquez ça et que c'est documenté dans le registre, c'est souvent quelqu'un qui va respecter ça. Euh, En assemblée, c'est une personne à qui il va falloir limiter le temps d'intervention. Donc, on peut tout à fait prévoir ça dans des assemblées. J'ai déjà fait ça dans des assemblées où le client m'avait prévenu à l'avance qu'il y avait certaines personnes qui étaient difficiles à gérer en assemblée. Vous pouvez mettre des règles supplémentaires que vous ne mettriez pas en place d'habitude, où vous dites, bon, bah, écoutez, considérant le nombre de personnes, nous allons limiter les interventions des copropriétaires à une intervention par point de l'ordre du jour. Vous devez rassembler toutes vos questions sur chaque point et vous ne pourrez intervenir qu'une seule fois. Euh, Faire un rappel sur l'importance d'être respectueux et courtois envers tout le monde dans les interventions, envers les administrateurs, envers les copropriétaires et envers toutes les personnes tierces qui sont dans l'Assemblée, et dire qu'on ne tolérera pas les accusations et les comportements belliqueux. Donc, ça peut paraître un peu naïf comme recommandation, mais avec ce profil-là, qui n'est pas nécessairement un profil euh, combatif ou guerrier, mais simplement très, 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 très dans la méfiance, eh bien, c'est salutaire de proposer au moins un cadre de cette nature.
Si ce copropriétaire se retrouve administrateur un jour, eh bien, le conseil, c'est de l'assigner à des dossiers de précision. C'est-à-dire, par exemple, tenir les registres à jour, mettre à jour les registres de la copropriété et tous les documents qui s'y trouvent, parce que c'est une personne qui est minutieuse, qui va avoir le souci du détail et qui va vouloir justement éviter qu'il y ait des suspicions de la part d'autres personnes et qui va avoir à cœur qu'il n'y ait pas de fraude et qu'il n'y ait pas de doute. Vous, dans cette mesure-là, vous pouvez aisément lui confier la gestion des dossiers de sinistre, qui impliquerait une responsabilité d'un copropriétaire ou d'un sous-traitant ou d'une personne, parce que c'est quelqu'un qui va vous monter un dossier béton. En termes de preuves, là, vous en allez à la cour avec un dossier solide, là, parce que de quelqu'un qui va vous retourner absolument toutes les pierres. Donc, euh, une personnalité, finalement, on peut se sentir un peu, oh mon Dieu, j'ai pas envie d'avoir un copropriétaire comme ça, mais c'est une personnalité qu'il ne faut pas rejeter du revers de la main. Ce sont des profils qui sont, à certains égards, utiles. Le deuxième profil dont on vous parle, c'est le copropriétaire perturbateur. Bon. Alors lui, il est proche du copropriétaire suspicieux. La différence, c'est il n'a pas les mêmes motivations. Le copropriétaire perturbateur va être motivé par une volonté de mettre le trouble, de nuire un peu à la situation qu'il va animer. Alors, il ne va pas poser des gestes et des actions qui sont motivés par une angoisse ou un doute sur ce que fait le conseil d'administration, mais plus pour finalement ramener de la lumière à lui et d'attirer l'attention sur lui. Souvent, c'est un profil où il va falloir qu'il soit le centre de ce qui est en train de se passer. Alors, vous allez le reconnaître, c'est par exemple quelqu'un qui va pouvoir se retrouver à faire du porte-à-porte pour aller obtenir des procurations de tous les copropriétaires. C'est aussi le spécialiste des affichages un peu partout dans l'immeuble. C'est aussi possiblement la personne qui va vous faire des envois massifs de courriels souvent en utilisant les adresses courriels de tout le monde et en les affichant pour être sûr de bien mettre le bazar, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas avoir leurs adresses. Évidemment, je vous dis ça, les gens qui font ça ne sont pas nécessairement des copropriétaires perturbateurs, hein, vous l'aurez compris. Il y a des gens qui font du porte-à-porte pour les procurations qui sont tout à fait animé par une autre. Mais donc, c'est comme ça que vous pouvez reconnaître parfois ce profil-là. C'est une personne qui va interpeller aussi continuellement les membres du conseil, les entrepreneurs qui interviennent sur l'immeuble. C'est quelqu'un qui aime bien gérer la situation on-site. Souvent, quelqu'un que vous allez voir souvent dans les corridors à jaser avec le monde. Il aime l'entre-gens. Il a besoin. Vous allez voir aussi, c'est un profil d'une personne qui soulève des problèmes auxquels il n'y a aucune solution et qui ne crée pas de préjudice, qui ne crée pas de dommage à personne pour qui que ce soit. Alors, il peut y avoir une irrégularité, mais qui n'a en fait aucune conséquence. Donc, par exemple, on va avoir une esclandre en assemblée parce que la déclaration de propriété dit que les assemblées doivent se tenir à Saint-Lambert. Et puis là, sacrilège, c'est à Longueuil. Parce que on n'a pas trouvé de salle disponible à Saint-Lambert, puis on se retrouve à faire ça à Longueuil. Bon, mais il y en a pas de problème là. Tout le monde est là, il n'y a personne qui s'est plaint de ça. Et puis il n'y a pas vraiment de solution. Je veux dire, on a quorum, on est à Longueuil, on ne viendra pas ajourner l'Assemblée pour en faire une autre à Saint-Lambert. Donc, ce genre de situation de OK, but why? Oui. On ne sait pas où est-ce qu'on s'en va avec ça, en fait, à part nous dire qu'on est des babons. On ne comprend pas trop où est-ce qu'on s'en va. Bon. Alors, on est vers cette espèce de... On aime avoir de l'attention, puis être finalement dans la confrontation pour pas nécessairement avoir des gains. Alors, que faire avec lui ou avec elle? Eh bien,
Dans la gestion quotidienne, c'est une personne à qui vous pouvez donner de l'attention en lui confiant des tâches, en le faisant participer, par exemple, à des comités, en lui demandant son opinion, parfois, sur des sujets pour lesquels vous pourriez apprécier avoir de l'aide de la part des copropriétaires. En assemblée générale, il faut faire attention parce que c'est possiblement un événement pour cette personne, une sorte de highlight, où il va pouvoir constamment faire des interventions. Donc là, la job du président d'assemblée, bah, c'est de rapporter le copropriétaire à la question. Genre, où est-ce qu'on est rendu dans l'ordre du jour? Là, on parle de ça. Est-ce que vous avez une question sur ce point-là? On va vouloir limiter les interventions comme le premier profil qu'on avait. Ça peut être intéressant de demander à ces personnes de faire une liste de leurs questions avant l'assemblée pour permettre au conseil d'administration ou au gestionnaire éventuellement de lui répondre à l'assemblée ou même avant. Prendre le téléphone, service personnalisé, on a reçu vos questions, on voulait vous dire qu'on a regardé ça, puis bon, vous calmez une personne qui semble vouloir être dans la confrontation. Elle est contente parce elle a de l'attention. Vous savez que vous n'allez pas faire ça avec tous les copropriétaires parce que tous les copropriétaires n'ont pas ce besoin-là. Mais ça peut être utile de rejoindre la personne Oui, à pour ce la niveau-là. rassurer. Et pas juste de camper sur mes positions en Non. disant non, c'est lui qui est dans son erreur de trop nous demander, on est des bénévoles, on va pas faire ça. Parfois, c'est utile de passer une Exactement. demi-heure, vous perdez une demi-heure, mais vous gagnez ô combien en sérénité de votre assemblée et des éventuelles conséquences néfastes après l'assemblée qu'il aura créée lors de l'assemblée. Pas utile de répondre à ce copropriétaire en se justifiant. Vous allez rentrer dans un jeu machiavélique dont lui seul a le secret, puisqu'il aime la confrontation. Alors, il y aura toujours finalement une réponse pour vous entretenir et pour qu'il demeure le centre de l'attention. Si ce genre de profil se retrouve sur le conseil d'administration, bon, c'est en fait assez peu probable parce que c'est un profil qui aime perturber. Donc, s'il se retrouve sur le conseil d'administration, il n'y a finalement plus grand-chose à perturber parce il va être en poste et c'est lui qui va devoir accomplir la job. Bon, il est quand même possible que vous vous retrouviez avec ce genre de profil sur le conseil d'administration. Bon, souvent sur le conseil d'administration, ça va être le président du Souvent, conseil d'administration évidemment. parce qu'il va être assez omniprésent. Alors, ce n'est pas nécessairement problématique, mais il vous en faut qu'un seul sur votre conseil. Vous ne pouvez pas avoir deux personnes comme ça va pas fonctionner du tout. Euh, c'est une personne qui ne va pas nécessairement faire, exécuter beaucoup de choses. C'est une personne qui va Mousser. briller, faire mousser les actions. Vouloir faire plein de Donc, choses. il va y avoir possiblement une bonne image du conseil d'administration et du syndicat, mais les autres administrateurs doivent avoir des profils qui sont à l'aise d'avoir d'avoir ce front et d'accepter de se laisser guider par ce profil. Donc, c'est pas mal ce qu'on peut dire sur les deux premiers profils. Puis, Ouais, qui sont on va écouter Anissa les- sur les alors, deux autres. les deux premiers profils sont vraiment ceux pour lesquels qui nécessitent qu'il y ait plus de... C'est les deux profils qui nécessitent qu'il y ait plus de choses mises en place. Les deux profils que je vais présenter sont plus faciles, où il est plus facile de trouver des choses pour arriver à avoir des relations qui sont quand même bonnes, on va dire, avec ce type de copropriétaire, beaucoup plus qu'avec les deux personnalités que Ludovic a présentées. Donc, je vais présenter de mon côté le copropriétaire de l'ombre que j'ai appelé. Dans 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 le passé, on a aussi appelé ce copropriétaire le copropriétaire derrière son écran. J'ai aimé dire que c'est celui dont on connaît le nom, mais pas le visage. On reçoit ces lettres. C'est le copropriétaire qui envoie des menaces, des lettres. Il dit qu'il va poursuivre,
il connaît pas vraiment ses droits, il connaît pas le rôle du conseil d'administration, les obligations du conseil d'administration. Il regarde pas les registres, il regarde pas les règlements, mais il envoie tout un tas de lettres et de menaces au conseil d'administration sans venir montrer son visage. C'est pas celui qu'on va retrouver comme Il le passe pas suspicieux. souvent aux assemblées. Il n'est pas souvent aux assemblées. C'est pas celui qu'on va retrouver au bureau dès 9 heures le matin Hum. pour poser ses questions. C'est vraiment celui qui envoie des lettres sans se montrer, ni aux assemblées, comme disait Ludovic, ni en face du conseil d'administration. C'est celui qui cite les lois, mais quand on lui donne ce qu'il veut, quand on lui laisse accès au registre, finalement, il s'échappe un peu, il refuse de donner suite, et puis il trouve un autre sujet pour refaire une autre lettre, refaire des menaces de je vais poursuivre, mais qui ne poursuit jamais. Il est procédurier en virtuel, mais comme je disais, dans la réalité, c'est pas celui qui va camper sur ses positions et revendiquer ses attentes mordicus en face d'un des membres du conseil ou du conseil. Je ne sais pas si vous Est-ce que ce sont reconnaissez quelqu'un c'est les courriels avec du gras, du du graphe, souligné rouge? highlight. Vraiment, c'est on peut l'appeler le monsieur majuscule, madame majuscule, qui aime Ah oui, indiquer. en capital. Au En- début, c'est un passage, puis finalement, c'est toute la lettre C'est est en tout. capital. Ouais. Il cite des passages des procès-verbaux qui n'ont rien à voir avec sa demande et il attend des réponses à ses lettres. Tout le temps, il va relancer pour avoir des réponses à ses lettres, mais relancer toujours de manière virtuelle et c'est pourquoi j'ai aimé l'appeler le propriétaire de l'ombre. Mais alors, que fait-on avec lui? Que fait-on? Tout d'abord, peu importe le type de personnalité, et surtout avec ce type-là, c'est tolérance zéro pour les menaces. Le conseil d'administration n'est pas là pour se faire menacer. Euh, il y a déjà beaucoup d'obligations qui pèsent sur les épaules du conseil. C'est pas pour en plus subir les menaces qui sont très très souvent infondées. Euh, donc vraiment faire une tolérance zéro sur ce type de menace. Dans la gestion quotidienne, éviter de répondre. Éviter de répondre à toutes ces lettres, toutes ces menaces de poursuite, parce que à terme, de toute façon, il ne poursuivra pas. Et ça va faire qu'alimenter ces demandes. Plus vous allez lui en donner, plus il va continuer et réclamer qu'on lui réponde. Tout ça, toujours dans l'ombre. Donc, encore une fois, maître mot, l'encadrement. Un encadrement, est nécessaire pour ce type de personnalité. Je ne vais pas aborder les personnes dans le conseil d'administration parce que vous l'aurez compris, la personne dans l'ombre ne vient déjà pas, ou pas très peu aux assemblées. Ce n'est pas la personne qui va vouloir prendre des décisions au sein d'un conseil d'administration. Néanmoins, si il est élu, si ça arrive par concours de circonstances ou que quelqu'un l'a nommé, vous pouvez lui donner les plaintes des copropriétaires à gérer. C'est le copropriétaire qui va être dans son coin à s'occuper de regarder la gestion des plaintes. Vraiment, c'est quelque chose une tâche, par exemple, que que vous pouvez donner à ce type de copropriétaire. Mhm. Le dernier, mais pas des moindres, qui n'existe pas qu'en copropriété, c'est le copropriétaire angoissé. C'est celui qui est gentil, qui est serviable, mais qui a peur de tout, qui a toujours peur. Tout est prétexte à investigation, tout est prétexte à la peur, au doute, à ça va me coûter beaucoup d'argent, il y a des problèmes partout. Continuellement, il soumet des situations qu'il vit comme des problèmes potentiels, alors Qui ne sont pas encore survenus. qui vraiment ne sont pas survenus. Il anticipe les problèmes. Une goutte d'eau qui a débordé du bain, ça va être une infiltration et ça va causer du trouble. Oui, ça va être de la contamination derrière le bol de toilette avec la Oui, moisissure. celui qui boit des champignons quand il n'y en a pas.
celui qui voit des vices partout, c'est vraiment l'angoissé. Cette personne, elle va lire des textes, elle va les transposer à la copropriété, elle va transmettre ses peurs au conseil d'administration. Mais vous êtes sûr que vous avez regardé ça? Et s'il nous arrive ça, comment on va faire? Alors que la situation, Oui, oui, c'est le si, ouais, effectivement. le si, vraiment, c'est ça. C'est un profil que vous allez retrouver avec les si. Ouais, les hypothèses. Si on Les est hypothèses, on n'est pas dans le concret, dans le factuel, on est dans, mais oui, mais que va-t-il se passer si ça? exactement. Donc, Et vous allez croiser ce genre de profil quand vraiment vous allez vous-même vous poser la question, vous dire, vous remettre en doute, vous dire, mais elle a raison, peut-être que. Mais là, quand vous vous retrouvez à appeler des experts pour leur demander d'intervenir sur des choses hypothétiques, c'est que vous êtes allé trop loin, c'est que la personne est très bonne, c'est bon. trop bonne. Elle Donc, vous a mis sa peur. alors, qu'est-ce qu'on Qu'est-ce qu'on peut fait avec proposer, oui. cette personne-là? On le rassure. L'angoissé, il a besoin d'être rassuré. Tout d'abord, on communique fréquemment avec lui, euh, de manière quand même soutenue pour le rassurer. Vraiment, l'angoissé a besoin d'être rassuré. Pour lui dire qu'on gère. Le conseil d'administration est là pour gérer, que dans l'éventualité où un problème surviendrait, le conseil d'administration va agir. Des choses sont mises en place. Dans telle ou telle situation, par exemple, si vous dites, mais si on a une infiltration, si le toit coule, en lui disant, c'est pas le cas, mais si ça arrive, on sait ce qu'on a à faire, ne t'inquiète pas, tout va bien aller. Il faut que ce soit fait aussi de manière condensée. Il ne faut pas l'inonder dans les informations parce que cette personne est déjà de base angoissée. Donc, il faut toujours le rassurer. Il faut lui soumettre éventuellement un échéancier quand, par exemple, des procédures sont en cours, des investigations surtout sur l'immeuble sont en cours sans qu'il y ait de problème, mais juste pour s'assurer que tout est correct. Faut lui donner les prochaines étapes en lui indiquant qu'elle n'en fait pas partie. Qu'elle ne fait pas partie des prochaines étapes. Elle n'a pas besoin de s'impliquer dans les prochaines étapes. C'est ça, que quand tu dis qu'il s'en occupe, là, le CAGR. Le C'est CAG, ça. oui, comme le rassurer, hein. Hum. Tu es entre de bonnes mains. C'est un peu ça. Si cette personne se retrouve membre du conseil d'administration, alors qu'est-ce qu'on fait? Quelle mission lui attribuer? Surtout pas les dossiers sensibles. Ne pas lui donner des choses qui puissent attiser son angoisse ou augmenter son stress. Lui donner plutôt des tâches cléricales. Par exemple, ces personnes-là ou ces personnalités-là sont vraiment très bonnes pour la comptabilité ou mais pas pour le suivi des procédures judiciaires. Éviter tout ce qui est tâches qui puissent augmenter son stress ou qui C'est la puissent routine. voir. C'est C'est ça, les activités les prestations de services de routine de la copropriété, vraiment la gestion très quotidienne. exact. Même les activités sociales, ça c'est C'est parfait. parfait. Ouais. Tout à fait. Très bien. On a fait le tour On a fait de le tour, quatre effectivement, personnalités. de nos quatre profils. Exact. Je vais laisser Ludovic faire comme un wrap Oui, sur un cette wrap-up conclusion. de la situation. On voulait vous parler un peu de l'impact sur la valeur de votre copropriété, de développer une saine gestion des rapports humains dans l'immeuble. On a de ça dont on vous parle depuis tantôt, les rapports humains. Parce que être ensemble, c'est pas être juste avec une gang de gens qu'on est capable de supporter, puis qui sont tous comme nous. Évidemment, non. Vous le savez, vous vivez en copropriété, vous voyez bien que c'est apprendre à vivre avec tous les tempéraments. Alors, c'est ça la gestion des rapports humains. Eh bien, si vous arrivez à cette saine gestion, vous allez développer une fluidité dans les échanges avec les copropriétaires. Vous allez même développer une fluidité dans les réclamations, les plaintes des copropriétaires. Moins de litiges, moins de temps perdu pour des futilités ou des choses qui sont de peu d'utilité, et plus de temps pour gérer les choses importantes
de l'immeuble avec une stabilité dans le conseil d'administration. Et ça ne va pas se faire en criant ciseaux, ça va se faire en mettant parfois son ego de côté et en s'adaptant. Il faut que vous envisagiez une adaptation de trouver les moyens qui, dans votre immeuble, vont fonctionner et s'y tenir. Alors, les différentes personnalités de chacun, on vous l'a dit, il faut les utiliser. C'est pas vrai qu'une personne ne sert à rien parce qu'elle est ci, elle est ça. Non. Chaque personne a des atouts, des qualités, autant que des failles et des faiblesses. Et c'est ça qu'il faut que vous preniez dans l'attribution des rôles, autant au niveau du conseil d'administration qu'au niveau de comités que vous seriez amené à créer pour aider le conseil d'administration. Alors, il faut savoir soi-même faire des compromis en fonction de sa propre personnalité pour s'adapter, pour s'emboîter avec les personnalités des autres. Oui, comme je le disais dans l'introduction, les jugements eux-mêmes rappellent que Exact. l'ouverture est importante en copropriété. L'ouverture vers l'autre. Et l'ouverture tant du côté du conseil d'administration des administrateurs que des copropriétaires. Alors, pour conclure, comment formaliser cette ouverture vers l'autre dans vos moyens de communication? Qu'est-ce que vous devez éviter? On évite les chaînes de courriel avec tous les copropriétaires, parce qu'en général, ils n'ont pas donné leur consentement à ce que leur adresse courriel soit utilisée entre tout le monde. Donc, c'est une violation de la loi sur la protection des renseignements personnels. Et en plus, ça a un effet de boule de neige catastrophique parce que tout le monde répond, et ça vire en insultes, en menaces. On ne sait plus qui contrôle et on en vient à donner une voix prépondérante aux contestataires, aux gens mécontents dans la chaîne de courriel, qui, on a l'impression qu'ils ils sont en un nombre important parce qu'ils sont 10 à pas être contents, mais vous êtes 60 dans la copropriété, ou 120, ou 150. Alors 10 personnes, c'est rien. Donc là, les chaînes de courriel, c'est juste no way, il ne faut pas rentrer là-dedans, même si vous êtes 8. La chose à proscrire aussi, c'est les groupes Facebook, pour ce qui est de l'administration de la copropriété. Les groupes Facebook, ce n'est pas le syndicat de copropriété, impossible. À moins que vous soyez un triplex où les 3 propriétaires sont sur Facebook, puis qui sont dans votre groupe Facebook, là oui, ok. Mais c'est quasiment impossible de passer au-delà de 12 unités, d'avoir l'intégralité des copropriétaires sur le groupe Facebook. Or, dès que vous commencez à parler de choses afférentes à l'administration de la copropriété sur le groupe Facebook, vous êtes en totale discrimination de ceux qui ne se trouvent pas sur le groupe Facebook. C'est interdit de faire ça. Donc, les groupes Facebook ne doivent être que des communautés de résidents, éventuellement, de résidents Facebook, Pour des idées, pour avoir voilà, des comités, des propositions pour jaser. Voilà. En fait, moi, je vois les groupes Facebook, le meilleur exemple que je peux vous donner sur comment un groupe Facebook peut fonctionner, c'est pour vendre du stock. Genre, vous avez une commode dont vous ne voulez plus, là, vous mettez à donner commode. C'est ça, hein, les groupes Facebook de communautés de copropriétaires, c'est tout. Comme ça, au lieu de le mettre au chemin, bah, vous avez un voisin qui vient le chercher. Puis, mais au-delà de ça, là, c'est non. À éviter, ça va rejoindre notre conseil plus loin. Mélangez pas vos adresses personnelles avec les affaires du syndicat quand vous êtes administrateur. Ça, c'est vraiment une recommandation pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça vient vraiment vous chercher dans votre vie privée. Vous avez tout sur la même boîte courriel, c'est pas le fun. Puis ensuite, c'est très mauvais pour les affaires de la copropriété parce que tous vos courriels, là, une fois que vous n'êtes plus administrateur ou administratrice, ils sont sur votre boîte perso. Ils sont plus accessibles pour la copropriété. Et qu'au niveau de l'historique, de la connaissance historique des dossiers, puis de la conservation des échanges, c'est vraiment pas bon parce que ces courriels, du coup, disparaissent avec votre démission.
Qu'est-ce qu'on veut maintenant privilégier au niveau des moyens de communication pour une gestion saine? Ben, on veut des moyens de communication préétablis puis fréquents. Euh, donc, ça donne une image, ça donne une attente pour les copropriétaires. Les copropriétaires savent qu'ils vont avoir une infolettre aux 3 mois, une infolette par mois, une seule infolette dans l'année. Ils savent d'où ça va venir, ils savent de quoi on va parler dedans. C'est bien d'avoir une adresse courriel pour le syndicat, une seule adresse courriel auquel tous les administrateurs ont accès. Comme ça, quand on répond, on peut mettre le nom de l'administrateur qui répond, mais on n'est pas obligé non plus. Ça peut être le syndicat qui répond. Et puis comme ça, la réponse n'est pas personnalisée. Et ça, avec certains profils de copropriétaires, c'est mieux parce que il va moins être dans l'attaque personnelle contre un administrateur plutôt qu'un autre. Vous parlez d'une voix quand vous échangez au conseil d'administration, d'où une seule adresse courriel. C'est recommandé d'avoir un site intranet ou un logiciel de gestion, évidemment. C'est recommandé de prévenir à l'avance du délai de réponse euh, que vous allez donner aux demandes qui sont faites au syndicat de copropriété. Les gens, vous recevez souvent cette réprimande de dire ben, ça prend 2 semaines pour me répondre. Bon. Si, dès que vous recevez la réponse, vous envoyez un courriel en disant j'ai reçu votre demande, je vais vous répondre, mais ce ne sera pas avant le 18 décembre. Ça peut peut-être vous mettre mal à l'aise d'écrire que vous n'allez pas lui répondre avant 3 semaines ou 2 semaines, C'est mieux, mais c'est mieux de lui dire ça que de lui répondre dans 2 semaines, après qu'il vous a envoyé 2 suivis. Parce qu'il y a beaucoup de profils de copropriétaires, quand vous allez leur envoyer ça, je vous répondrai pas avant le 18 décembre, mais ils vont apprécier, en fait. Ils vont peut-être trouver ça long, mais donc vous n'allez pas recevoir de courriel de suivi avant le 18 décembre. Donc, c'est déjà ça de gagner. Et le copropriétaire suspicieux, plus il y a du délai, plus Voilà, pour lui, il y c'est a, ça. il y a quelque chose à Plus il y a du pas délai de grave. réponse, plus il va y avoir fraude parce que vous êtes en train de chercher un moyen de vous en sortir. Exactement. Donc, c'est sûr qu'avec certaines personnes, une petite explication de pourquoi le 18 décembre peut aider. Puis, mon commentaire final, ce sera le suivant. Vous êtes, puis là je m'adresse aux administrateurs, vous êtes administrateur. Vous avez été élu par tous les copropriétaires qui ne voulaient pas être administrateurs. Vous étiez les seuls à vous présenter. Personne qui veut cette job-là. Selon moi, là, vous avez les rênes. Vous avez, je ne dirais pas vous avez le contrôle de la situation, mais vous avez les rênes. Vous êtes administrateur, vous êtes les seuls à vouloir être là. On vous a mis là. Ben, vous allez décider des règles. C'est vous qui allez choisir les règles de fonctionnement et les règles de vie dans les communications entre les copropriétaires et vous. Alors, si vous ne voulez pas vous faire interpeller dans les corridors à longueur de temps, parce que c'est aussi votre milieu de vie, puis que quand vous sortez de chez vous, vous avez l'expectative de ne pas être Brad Pitt quand il sort dans la rue, ben c'est votre droit. C'est votre droit. Et ce n'est pas parce que vous avez été élu administrateur que vous devez renoncer à ça. Fait que vous pouvez, dans vos règles de fonctionnement, tout à fait écrire ça. En disant, bah, nous, les administrateurs, quand on est dans nos parties communes, puis qu'on va au gym, puis qu'on va à la piscine, puis que même je prends l'ascenseur quand je sors de mon char pour aller dans mon appartement, je ne veux pas être interpellé pour me faire poser des questions sur l'administration. Je veux être interpellé pour me demander comment ça va, puis qu'est-ce que je fais cette fin de semaine. Ça, oui, comme tout voisin, comme ce que les copropriétaires font avec toutes les autres personnes qui n'ont pas l'odieux d'être administrateurs. Ça, c'est possible de faire ça. C'est possible également d'indiquer que, comme disait Anissa, tolérance zéro pour l'intimidation, les menaces. Si vous nous écrivez un courriel, puis ça peut bien être le troisième que vous nous écrivez parce que vous n'avez pas de réponse, s'il y a la moindre menace ou propos blessants et harcelants, c'est bien simple, vous n'en aurez jamais de réponse. Vous pouvez bien nous écrire une quatrième, une cinquième fois, tant que le langage menaçant demeure, l'absence de réponse demeure.
Et vous pouvez prévoir dans les règles tout ce qu'on vous a dit là au niveau des règles de communication, quand nous écrire, les délais de réponse, sur quelle plateforme, quel sujet. Écrivez qu'est-ce que vous avez le droit de demander, qu'est-ce que vous n'avez pas le droit de demander, qu'est-ce qu'il y a dans le registre de la copropriété, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans le registre de la copropriété. Qu'est-ce qu'il y a dans le registre pour les administrateurs, mais qui n'est pas Accessible aux accessible aux copropriétaires. copropriétaires. Donner de la transparence et de la clarté, c'est un guide, vous le rendez disponible partout. Et ça, c'est quelque chose que vous envoyez régulièrement à vos copropriétaires pour qu'ils s'en souviennent. J'espère que ce n'était pas trop long. J'espère que ce n'était pas trop d'informations. Merci beaucoup pour votre écoute. Et maintenant,